c'est Norage, bienvenue dans Service Action, le balado le plus français du jeu. Donc aujourd'hui pour cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut absolument pas utiliser Alerte 1 pour trouver et chasser des XSS. Donc on va déjà commencer par les avantages d'utiliser Alerte par exemple comme fonction. C'est qu'elle est facilement visible une fois qu'elle a été déclenchée. Voilà, fin des avantages. Euh, et si on dissèque un peu plus, pourquoi ne pas utiliser le 1 dans le alerte 1? Parce que déjà, premier point le plus évident, ça ne sert à rien. Ça n'apporte aucune information. Deuxièmement, on ne sait pas d'où provient la charge utile qui a été déclenchée. Par exemple, si on a un formulaire avec 10 champs, je sais pas, nom, prénom, adresse, patati patata, et qu'au final c'est vulnérable et qu'on a 5 alertes qui s'affichent avec 5 fois le 1 du coup parce qu'on a mis alerte 1 partout qui s'affiche et bah sur les 10 champs c'est lesquels sont les 5 qui sont vulnérables et lesquels ne sont pas les 5 qui sont vulnérables, on ne sait pas d'où ça a été déclenché. Donc après il faut inspecter manuellement le contenu de la page, potentiellement c'est lourd, etc. Donc on voit bien que c'est pas très pratique. Donc là par exemple pour le cas que je disais, un truc un peu plus intelligent, ça serait d'utiliser bah, le nom du champ dans le formulaire. Donc, par exemple, on va mettre alerte nom, alerte adresse, alerte âge, alerte avec le nom du champ pour pouvoir facilement retrouver quel était le champ vulnérable. Et puis, bah, potentiellement, il faut garder en tête aussi que c'est pas forcément réfléchi sur la même page que là où on est. Donc, ça peut être intéressant de dire quel formulaire c'était ou quelle page c'était pour que si ça se déclenche ailleurs, on sache, parce que s'il y a 40 formulaires où il faut mettre son nom dedans, ça va pas nous aider beaucoup. Euh, et une autre idée sur laquelle on pourra revenir plus tard, c'est d'utiliser par exemple une chaîne de caractères uniques pour facilement rechercher. Sinon, autre raison pour laquelle il ne faut pas utiliser 1 comme charge utile, euh, c'est que en fait, il y a aussi la problématique des domaines bac à sable qui sont souvent utilisés par les très grands éditeurs. Euh, Par exemple, je sais pas, Google, AWS, etc. Où en fait, ils vont par exemple utiliser un sous-domaine qui va être dédié à exécuter les scripts qui proviennent de l'utilisateur. Donc, par exemple, sur tout ce qui est blog ou etc. qui est hébergé en ligne, on va souvent pouvoir rajouter son propre script JavaScript, etc. Mais il va être exécuté sous un sous-domaine qui fait que en fait, il va être plus ou moins cloisonné. Et donc, comme ça sera pas le même domaine, bah, par exemple, on n'aura pas accès aux cookies grâce à la SOP, donc la Same Origin Policy, etc. Potentiellement, si on fait euh, un programme de primo bug, etc., du coup, il y a un périmètre à respecter pour lequel on va être éligible à avoir des primes, machin, etc. Et du coup, si notre finalement XSS elle est sur un sous-domaine qui est hors périmètre, et bah du coup, on n'est pas éligible à cette prime-là, etc. Et puis forcément, l'impact étant diminué d'autant, finalement, on n'a pas l'impact qu'on croyait avoir au début. etc. Et en fait, bon, il y a les sous-domaines bac à sable, mais en fait, il y a aussi la même chose avec des iframes, etc. Donc avec un petit peu les mêmes conséquences. Et du coup, pour généraliser, bon, bah, au final, là, dans ce cas-là, en fait, pour être sûr de depuis où est exécuté en fait notre JavaScript, en fait, on peut utiliser comme charge utile document.domain
ou alors window.origin pour en fait avoir une idée de la source de là où on se situe. Donc document.domain plutôt dans le cas des sous-domaines et window.origin plutôt dans le cadre des iframes pour avoir du contexte sur là où on s'exécute. Donc ça, c'était la première partie sur le 1 du alerte 1. Donc finalement, ou pour résumer, plutôt que de mettre un truc qui sert à rien, autant mettre soit l'origine du champ, enfin l'emplacement du champ qu'on teste, ou soit utiliser un truc dynamique comme document.domain pour savoir depuis quel domaine on s'exécute, pour au moins récupérer de l'information. Et maintenant, la deuxième partie, du coup, c'est le alert comme méthode. Donc, comme on avait vu tout au début, effectivement, l'avantage, c'est que c'est visible, ça s'affiche à l'écran. Donc, on peut mettre une charge utile à un endroit et hop, dès qu'il y a quelque chose qui s'affiche à l'écran, on sait que le alert, il est exécuté. Par contre, ça a quand même plein de désavantages. Pour donner juste un exemple, une anecdote, ça m'est déjà arrivé dans un test d'intrusion euh, où je crois que c'était le truc classique, le challenge root me quoi, avec ça devait être le paramètre lang fr ou en etc. Qui était pas filtré, qui était vulnérable à une XSS et en fait qui était réfléchi 89 fois dans la page. 89 fois. Donc si vous avez mis un alerte quelque chose, même si c'est un alerte document.domain, vous allez avoir 89 pop-up sur lesquels il va falloir cliquer 89 fois. C'est pas le plus pratique. Après, quand on a une XSS stockée, ça devient encore plus embêtant. Et en plus, on n'a pas forcément les droits pour la supprimer. Donc, en fonction du test d'intrusion qu'on fait, enfin, si on fait de la primo bug, potentiellement, on aura juste le compte utilisateur et on n'aura jamais un compte admin ou je sais pas quoi. Mais même en test d'intrusion, même en boîte grise, ou voilà, des fois, on a le compte utilisateur, opérateur, je sais pas quoi, même des fois administrateur, mais un administrateur métier, pas forcément l'admin technique plus plus. Et du coup, bah ouais, si on peut stocker des messages avec notre XSS qui réfléchit par exemple 5 fois, je sais pas, dans la page, mais on n'a pas les droits de les supprimer. Parce que par exemple, c'est un commentaire, là, hop, on a mis un commentaire avec la XSS, ça s'affiche à deux trois endroits, et on n'a pas les droits de supprimer les commentaires. Bah, ça veut dire que jusqu'à la fin de l'audit, enfin, le truc il va rester là et nous embêter à chaque fois qu'on recharge la page. Par exemple, le commentaire, ça se trouve, il est affiché sur toutes les pages, peu importe où on va. Enfin, donc faut faire gaffe, quoi, vu que c'est quelque chose d'interactif qui va être bloquant, etc. Après, imaginez qu'on est dans un environnement de production et que les clients ils voient le l'alerte qui s'affiche, bon, il va se demander ce qui se passe, il va contacter le support, machin, etc. Donc c'est peut-être pas top non plus. Après, bon, alerte aussi, c'est un mot-clé, vu que c'est un peu le truc de base pour l'XSS, qui va être un peu sur toutes les listes noires, qui va être utilisé par exemple par les WAF et autres outils comme ça. Donc en termes de contournement ou de furtivité, bon, ça va pas être la panacée non plus. Peut-être pas la peine de m'étendre plus que ça. Alors un cas qui peut être intéressant, du coup, c'est de remplacer le alert par un console.log. Donc en fait, comme ça, vu que c'est pas interactif et que c'est pas bloquant, ça va adresser la plupart des problèmes que je viens d'énoncer. C'est que même s'il est réfléchi 89 fois, bon bah au pire c'est pas très grave, on aura juste 89 lignes d'affichées dans notre console JavaScript. Si on peut pas le supprimer, bon bah c'est pas grave, ça va juste afficher plein de messages dans notre console JavaScript, mais ça va pas nous bloquer dans le parcours de l'application. Pareil, enfin le client il va jamais ouvrir sa console JavaScript, donc même si c'est en prod, il va pas y avoir des petites pop-up qui vont s'afficher sur l'écran des utilisateurs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose plutôt à privilégier que la fonction alerte quoi. Donc bon, quand on est dans un tchal de CTF
quand on est dans un environnement où vraiment on sait qu'on est en capacité de supprimer le truc, de ci, de ça, on peut faire du alerte si on veut. Mais voilà, faut faire attention et faut peut-être pas utiliser ça de manière systématique. Et un dernier point, peut-être c'est un peu moins abordé, c'est la part d'ombre en fait de tout ce qui est déclenchement du coup de XSS en aveugle. Donc quelque chose qui est le truc auquel on pense immédiatement, c'est quand que la XSS elle soit stockée ou réfléchie, c'est que une charge utile qui se déclenche sur la même page que là où on l'a stockée. Mais en fait, c'est pas rare que ça se déclenche sur une autre page que celle où on l'a stocké. Et des fois, bah, si c'est sur une page auquel on n'a pas accès, bon, on n'a pas moyen de savoir visuellement comme ça, peu importe qu'on mette un console.log ou un alerte, que la charge utile elle a été exécutée. Donc forcément, si on met des alertes 1 ou des alertes document.domain ou même des console.log document.domain, et bah on saura jamais finalement que en fait dans un autre contexte, peut-être 3 heures après, il y a un utilisateur qui a accès à une autre application qui lui a déclenché la XSS. Donc il y a plein de cas d'usage auxquels on pense pas forcément, mais par exemple un formulaire de contact, bah, peut-être qu'en fait il y aura un panneau de messagerie dans une interface d'administration quelque part qui va afficher ces choses-là, qui va afficher les messages reçus, quoi. Et donc tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui allait lire le message, on saura pas, quoi. Ou pareil avec des tickets de support, c'est un peu la même chose. Après, tout ce qui va être interface d'administration, qui vont afficher peut-être les commentaires des utilisateurs sur une boutique de e-commerce, etc. J'en sais rien. Après, il peut y avoir tous les en-têtes, genre referrer ou user agent, par exemple, qui vont souvent servir dans tous les trucs d'analyse de contenu, style AdSense, les trucs de publicité, etc., de statistiques et tout. Donc, si c'est mal développé, bah, ça va peut-être réfléchir ces champs-là. Et donc, pareil, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va sur le tableau de bord de suivi, machin, des statistiques, la charge utile va pas être déclenchée. Puis il peut y avoir aussi enfin, notre application qui va stocker ça en base de données et tout ça, mais par exemple il peut y avoir une autre application qui utilise la même base de données ou qui utilise l'API de notre truc et peut-être que nous notre application en fait à l'affichage c'est encodé et tout ça, donc on n'est pas vulnérable à la XSS, mais dans la base de données la charge utile elle est là quoi, et puis dans l'autre application qui utilise la même base de données ou l'API ou par exemple typiquement l'application mobile, et bah là bah, c'est mal filtré en sortie et du coup pof là c'est vulnérable. Mais nous on s'en est pas rendu compte parce on a testé que l'application A et on n'a pas testé l'application mobile par derrière. Donc voilà, c'est un peu plein de scénarios où il peut y avoir des XSS en aveugle. Et donc là, du coup, bah, il va falloir utiliser des charges utiles un peu plus avancées, où on va charger une ressource distante avec quelque chose qui est en écoute derrière, un serveur qui écoute H24 et puis qui va nous prévenir, qui va nous notifier quand il va recevoir quelque chose. Bon, c'est un peu le même principe qu'un reverse shell ou ce genre de choses, quoi. Ou que les injections SQL en aveugle. Finalement, en fait, ça existe aussi pour les XSS. Et donc, on peut avoir des outils dédiés là-dessus. Alors, bien sûr, on peut ouvrir tout simplement charger, taper sur une page avec un identifiant unique et puis avoir un petit serveur web qui écoute, etc. Mais on peut avoir des choses un peu plus évoluées. Donc, sans doute la solution la plus connue, c'est XSS Hunter, qui était de base une offre SaaS, et puis il y a une version un peu open source qui s'appelle XSS Hunter Express, et qui est du coup une application web qu'on va installer sur un serveur avec un domaine, et on va générer des charges utiles qui vont charger une ressource, machin, etc., avec un truc en écoute derrière, et puis après qui va nous remonter d'où vient, et puis qui va enregistrer toutes les informations de la requête HTTP qui a été faite, qui est potentiellement aussi capable de prendre une capture d'écran au moment où ça a tapé sur
sur la ressource, etc. Bon, après, XSS Hunter Express, c'est pas maintenu depuis 3 ans, donc c'est peut-être pas. Puis c'est assez limité aussi pour avoir essayé. C'est pas forcément la panacée, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Donc après, il y a un autre outil un petit peu plus sophistiqué qui s'appelle BXSS. Bon, lui qui est pas maintenu depuis 1 an, mais bon, c'est toujours un peu plus récent. Mais lui qui a ajouté en plus en fait des fonctionnalités de notification, qui propose en fait de notifier soit par courriel, soit sur un différent chat. Donc je sais plus, il doit y avoir Slack, Discord et tout un tas d'autres. Quand on reçoit, quand il y a quelque chose qui se déclenche dessus, quoi, pour pas avoir à surveiller en permanence tous les jours s'il y a quelque chose qui a déclenché. Donc ça c'est pas mal, mais bon c'est pareil, c'est pas maintenu et tout. Et sinon il y a quelque chose de plus qui est un peu le meilleur des deux mondes, quoi, qui est Easy XSS, donc EZ XSS, qui est une application web qui a l'air que j'ai pas testé mais qui a l'air très bien faite. Et qui a aussi tous les mécanismes de notification, etc. Mais elle qui est maintenue, la dernière fois je suis allé, bon c'était dernier commit il y a 4 jours et tout ça, donc qui a l'air d'être plus maintenue et plus évoluée, peut-être un peu plus propre aussi, etc. Donc à voir, à essayer, en tout cas ça a l'air prometteur. Mais sachez que voilà, il y a des solutions pour toute la partie de XSS en aveugle. Voilà, et je crois que dans Easy XSS, il y a pas mal de modifications, de personnalisation qui sont possibles sur les modifier les différentes charges utiles, sur les informations qui sont remontées au moment où la XSS elle est déclenchée, etc. Donc ça a l'air d'être assez avancé, assez satisfaisant. Voilà, et donc pour ceux qui voudraient aller plus loin, hein, dans les notes attachées à cet épisode, du coup, il y a tout ce que je vous ai raconté. Il y a les liens vers les 3 outils dont je viens de vous parler. Et il y a aussi quelques ressources, donc par exemple notamment vers Payload the Thing, sur la page d'XSS où je vous ai mis le paragraphe qui parle d'identifier un point de terminaison XSS, Identify an XSS Endpoint, qui justement explique pourquoi utiliser un console.log document.domain concat ou window origin plutôt qu'un alert 1. Bon, ce qui paraît, ce bloc-là, c'est moi qui l'ai écrit. Et pareil, après, il y a un petit paragraphe sur les blind XSS où ça, où ça explique un peu tous les cas de figure où on peut en retrouver, etc. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, et là c'est pareil, c'est moi qui l'ai écrit, donc ça sort pas de nulle part. Et je vous ai mis en référence en fait ce qui m'avait motivé à la base à écrire tout ça sur Payload All the Thing. C'était quand la vidéo de Live Overflow était sortie sur le sujet Do Not Use Alert 1. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà en tête, mais voilà, et donc ça m'avait rappelé ça, et donc je m'étais dit bah oui, bah, autant le formaliser et le partager sur une ressource que tout le monde va pouvoir consulter. Voilà. Donc merci pour votre écoute et à bientôt dans un prochain épisode.